Monsieur Alexis, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Très bien, oui. Alors, je serai bon élève, je répondrai consciencieusement. Oui, je sais, vous avez fait un papier très précis, et je vous en remercie. Mais je vais me permettre une petite introduction et rebondir sur ce que M. Mickaël a dit. Il nous a dit le chômage a baissé. Oui, le chômage INSEE a baissé, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux façons de mesurer le chômage. Il y a le chômage INSEE, qui exclut un nombre gigantesque de chômeurs. Et nous, on aime bien regarder le chômage de Pôle emploi, les demandeurs d'emploi en fin de mois. Donc c'est la mesure Pôle emploi. Et avant 2017, en général, on regardait ce taux de chômage-là. Alors qu'après, on change, pourquoi pas. Mais je voudrais quand même qu'on rappelle, parce que c'est bien de comparer ce qui est comparable, le taux de chômage DEFM, demandeurs d'emploi en fin de mois. Or, si vous regardez bien, et ça c'est le ministère du Travail qui donne les chiffres, il y avait 6,5 millions de Français inscrits au Pôle emploi en juin 2017. Il y en a 6,5 millions aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit point. Donc, monsieur n'a pas tort quand il dit que le chômage a baissé, mais c'est le chômage INSEE, encore une fois, qui exclut de nombreux chômeurs. Monsieur Mickaël nous disait aussi, on a entamé les phases de réindustrialisation. Bon, pourquoi pas? Néanmoins, je me permets de rappeler que le déficit commercial a atteint son plus gros déficit historique, 84 milliards, 108 milliards si on enlève le matériel militaire. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je remarque aussi, je vous invite à regarder les chiffres des douanes, les chiffres officiels des douanes, c'est très intéressant. Avec qui croyez-vous qu'on a le pire déficit commercial? Si vous me dites la Chine, vous vous trompez. C'est le deuxième bloc, la Chine. Le premier bloc, c'est nos partenaires de l'Union européenne, avec lesquels on est en déficit de 56 milliards d'euros. En fait, c'est assez logique finalement. Si vous êtes un industriel, vous êtes patriote, mais si dans les pays de l'Est, les coûts du travail est 3-4 fois moins cher, tout patriote que vous puissiez être, eh bien, il y a des chances que vous alliez là-bas finalement, que vous alliez produire là-bas. Donc nous ce qu'on dit, c'est qu'il ne s'agit pas bien sûr d'exclure d'une communauté européenne des pays avec lesquels on a une histoire commune forte, je pense à la Grèce, à la Pologne, mais il s'agit peut-être de procéder par cercle concentrique en disant, eh bien, écoutez, on lève totalement nos droits de douane avec des pays qui ont des normes fiscales et sociales à peu près comparables aux nôtres. C'était du reste l'idée initiale de l'Union européenne, c'était avoir des critères stricts. Et malheureusement, en 2004, on a brutalement accueilli 10 pays de l'Est sans vérifier réellement que ces critères étaient respectés. J'en viens plus à notre sujet. Vos réponses, s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment, on a passé beaucoup de temps. Et alors, quelle place occupe l'épargne longue dans notre programme? L'épargne longue, elle est fondamentale. Les épargnants en France ont bien du courage parce que véritablement, l'État ne les aide pas beaucoup. Le quinquennat de François Hollande, fiscalement, était un désastre pour les épargnants. Il faut dire ce qui est, j'ai souligné, j'ai un peu fait quelques remarques sur la politique de Macron, de M. Macron, pardon, le capage de l'impôt sur les plus-values à 30% était une bonne mesure. Ce qui s'est passé en 2007 était plutôt une bonne chose. Mais néanmoins, l'épargnant français, qui est le deuxième plus gros épargnant en Europe, est plutôt mal servi. Et nous, on a véritablement deux grands enjeux. Orienter l'épargne des Français vers le Made in France, vers le fabriqué en France, et en cela accorder des réductions d'impôts à tous les gens qui investiront dans le produire en France. Je vous donne un exemple très concret. L'IFI, l'ISF, l'impôt sur la fortune immobilière, nous, on veut l'abolir. Enfin, on veut revenir à une forme d'ISF, mais un ISF dont on pourrait réduire à la totalité des fonds en cas d'investissement dans des entreprises qui produisent en France, dans des PME françaises qui fabriquant pour un pourcentage très élevé en France. Donc véritablement, notre philosophie, ça n'est pas d'accorder des baisses d'impôts au hasard, c'est vraiment de cibler l'investisseur patriote. Donc c'est en ça qu'on veut, l'épargne longue, elle est très importante pour nous et on récompensera massivement l'épargnant qui a l'esprit de diriger son épargne vers le produire en France. Et ce qu'on veut aussi, c'est davantage protéger nos épargnants. Il y a 3 grands points cardinaux dans notre projet en regard de l'épargne longue: la simplicité, la protection et la simplification. La stabilité, stabilité, simplification, protection. La stabilité, c'est ce qui est absolument fondamental. Pourquoi pendant des années,
on n'avait pas d'investisseurs étrangers en France, parce qu'en fait, dès qu'il y avait un changement de gouvernement, eh bien, on changeait les lois, on changeait les règles. Et ça, c'est pas possible. La stabilité fiscale, elle est fondamentale pour les investissements étrangers, mais aussi pour les Français. Et donc, nous, on est très attachés à la chose suivante. On veut diviser par 2 le nombre de règles et de normes, et on veut une stabilité absolue dans le traitement de l'épargne. C'est la raison pour laquelle je vais avancer un peu. Donc, j'ai répondu à la question 2. Donc, évidemment, la France est régie par un code des assurances, donc, qui régit aussi les fiscalités de l'assurance vie. On ne veut pas toucher à la fiscalité de l'assurance vie, alors qu'on voit bien que le régime de l'assurance vie a été... Il y a eu quelques accros, que soulignait M. Carrez tout à l'heure, et il y a il y a des tendances politiques plutôt de gauche qui veulent essayer d'attaquer l'assurance vie. Nous, véritablement, stabilité totale. Il y a 1600 milliards d'euros investis, je crois, par les Français dans les régimes d'assurance vie. On n'a pas envie d'affoler les gens, et on veut véritablement aussi accélérer vers plus d'investissements pour le produire en France. Question 3. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a de plus en plus d'inflation. L'inflation revient. Alors évidemment, l'inflation, pour les épargnants, c'est un désastre. On le sait tous. Nous, on est prêts, si on arrive au pouvoir, on ne sait jamais, si on arrive au pouvoir, on est prêt à travailler avec l'ensemble des acteurs pour trouver une solution. Parce qu'effectivement, ce n'est pas acceptable. Si l'inflation continue à monter à 5-6%, dans ce cas-là, effectivement, c'est la fameuse euthanasie des rentiers et des épargnants. Et ça, c'est effectivement, il faut travailler sur ce sujet-là. Mais je n'ai pas de solution. Je vous l'avais répondu par écrit. On n'a pas de solution a priori parce qu'effectivement, dire de façon démagogique, ah oui, l'État prend en charge l'intégralité de l'inflation, c'est pas très raisonnable d'un point de vue des finances publiques. Merci. En 1 ou 2 minutes, pouvez-vous répondre aux trois questions suivantes? La transmission. Alors, nous, on est attachés, vous l'avez abordé dans le débat précédent, on veut multiplier par 2 les hauteurs de tranches d'abattement, c'est-à-dire et diviser par 2 les durées. Je vous donne un exemple. Actuellement, les grands-parents peuvent transmettre 31 000 euros tous les 15 ans à leurs petits-enfants. Nous, on voudrait que ça soit 62 000 euros tous les 7 ans et demi. Et on veut également sortir les résidences principales du calcul des successions. Question 5, effectivement, la conversion en rente viagère, c'est un sujet extrêmement intéressant. Nous, on serait pour augmenter légèrement les abattements en cas de conversion de produits d'épargne en rente viagère, parce qu'à une époque où il y a un allongement de la durée de vie, à une époque où vous en parliez tout à l'heure, la dépendance est quelque chose les sujets de dépendance sont de plus en plus importants. La rente viagère est effectivement une solution, une véritable solution. 6e question, alors en toute honnêteté, nous on est pour simplifier. Donc si ça simplifie, oui, je ne vous cache pas qu'on n'a pas forcément compris immédiatement la question, mais si cette mesure simplifie les choses, alors oui, on est pour. Stabiliser, simplifier, protéger. Et je me permets juste un mot de conclusion, et j'en aurai terminé. Monsieur Carrez parlait de 80 milliards d'économies. Nous, Nicolas Dupont-Aignan a chiffré son projet. Malheureusement, je ne vous l'ai pas apporté, je vous le ferai parvenir. Nous, on a identifié 100 milliards d'euros d'économie et 100 milliards d'euros d'investissement. Et donc, véritablement, on ne veut pas, à aucun moment, creuser encore plus le déficit. Et nous, nos objectifs, vous en parliez, monsieur, nos objectifs, c'est un taux de prélèvement obligatoire à 43% en 2027, 2, un ratio dette sur PIB revenu à moins de 100% en 2027, et 3,1, on est un peu moins ambitieux que vous, 3,1 points de déficit public. Merci beaucoup. Merci. Vous cochez presque tous les points, finalement. Toutes les questions, vous répondez de façon positive à nos questions, sauf peut-être à la dernière, sur laquelle il faudra qu'on vous explique peut-être plus en détail tout l'intérêt des associations d'épargnants et de leur rôle.